Bienvenue à toutes et à tous et merci de préférer l'actualité sur Eden Télévision. Au menu de cette édition, la première autorité de la commune d'Abomey-Calavi a procédé à la remise des kits scolaires aux enfants démunis de l'arrondissement du même nom que sa commune. À suivre, la signature ce jour d'un contrat de partenariat entre les médias Eden TV et Diaspora FM du groupe de presse ITV International et l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA. Et puis en sport, nous évoquerons l'actualité du noblard. Le champion du monde britannique des lourds, Anthony Joshua, remet en jeu ses titres ce samedi à Wembley face au boxeur russe Alexander Povetkin. Vous faites bien de rallier Eden Télévision. Appuyée par l'État central, la mairie d'Abomey-Calavi a procédé, je vous le soufflais en titre, à la remise des kits scolaires aux enfants démunis de l'arrondissement central de la commune d'Abomey-Calavi. C'était ce jeudi à l'école urbaine centre de Calavi en présence du premier adjoint au maire, des apprenants, des enseignants et autres personnalités bien évidemment présentes et des parents d'élèves. Carlo François et Fréjus Fiossi pour le reportage. Nous avons les cahiers, nous avons le kaki, nous avons le vrai dessinateur, crayon, bic et le sac. Donc, juste de quoi démarrer, et je crois que ce n'est pas rien. Une année scolaire apaisée n'est pas seulement synonyme d'absence de mouvement de grève, mais aussi la possession de kits scolaires par les apprenants pour un confort d'assimilation des notions qui leur seront inculquées. Dans ce contexte, il n'est donc pas anodin d'offrir le matériel scolaire adéquat aux apprenants. La mairie d'Abomey-Calavi, appuyée par l'État central, a pensé spécialement aux enfants démunis de la dite commune. Victor Adimi, premier adjoint au maire de la commune d'Abomey-Calavi. Il y en a qui ne peuvent même pas prendre un sac pour leur enfant. Donc, soucieux de cette catégorie de la population qui a des problèmes pour subvenir au minimum, le conseil communal d'Abomey-Calavi, le maire, qui d'un moment à l'autre va nous rejoindre, a appuyé, a mis en œuvre ce programme du gouvernement qui consiste à venir vers les couches vulnérables. Bernard Roussou, chef d'arrondissement d'Abomey-Calavi Centre, n'a pas manqué de souligner l'importance d'une telle œuvre. Ça prouve que nous sommes dans le besoin, les parents sont dans le besoin. C'est pourquoi vous avez vu ce soir cette affluence. Donc, ce que nous vous demandons, nous demandons à tous les parents, à tous les élèves, les enfants bénéficiaires de ces kits-là, de faire en sorte que ça ne se perde pas et que ces enfants-là suivent correctement les cours. En possession désormais de kits scolaires, vivement que par ce geste, l'année académique soit sanctionnée par de très bons résultats. Nous changeons de registre maintenant. Le contexte économique et commercial béninois est fortement marqué par le secteur informel. Ce secteur contribue plus ou moins à la croissance économique du pays, mais les acteurs ne sont pas impliqués dans les prises de décision, sinon écartés plus ou moins par les gouvernants ou différents gouvernements successifs. Dans l'espoir d'appeler l'attention du pouvoir central, il a été créé la FESINCIB, entendez, Fédération des syndicats du secteur informel du Bénin. Barthélémy Yétin est le secrétaire général de cette fédération. Il nous précise ici les objectifs de la FESINCIB. Les travailleurs de l'économie informelle ne sont pas trop considérés au Bénin et ils ne prennent pas particulièrement aux prises de décision, aux négociations en tant que telles. Alors, notre regroupement est tout juste pour quand même mettre en place des stratégies pour pouvoir faire en sorte que le secteur informel puisse être écouté dans un premier temps. Dans un second temps, nous ferons en sorte que par les formations, aider, former les travailleurs de l'économie informelle pour que le travail soit un travail décent afin qu'ils puissent commencer par penser à comment formaliser ce secteur-là, et chacun dans son domaine. La troisième chose,
Vous n'êtes pas sans savoir qu'un travailleur de l'économie informelle peut passer de la vie à trépas à cause de 5 000 francs, à cause de manque de 5 000 francs, pour qu'il puisse quand même assurer les soins d'hôpitaux et consorts. Donc, nous sommes mis ensemble histoire de conscientiser ces travailleurs de l'économie informelle là pour qu'ils puissent avoir une police d'assurance, leur sécurité sociale, leur sécurité sociale, une prise en charge en ce qui concerne leur sécurité sociale. Donc tout ça là passera par des formations. D'accord ? Donc il faut quand même outiller ces travailleurs de l'économie informelle, il faut les sensibiliser, il faut leur donner des b.a.-ba pour que les objectifs que nous sommes fixés puissent être atteints. Environ 45 organisations syndicales réunies dans la FESINSIM. Quand vous prenez le programme d'action du gouvernement de la rupture PAG, par exemple, ils ont quand même inscrit dans leur programme un projet qu'ils ont dénommé l'ASH, l'assurance pour le renforcement du capital humain, qui regroupe 3 volets pratiquement. Il y a l'assurance maladie qui est dedans, il y a la formation qui est dedans, il y a le microcrédit également qui est là, il y a l'assurance et retraite qui est également là. Alors, et que selon le gouvernement, ce projet est destiné essentiellement aux acteurs de l'économie informelle que nous sommes. Alors, vous pensez que nous allons rester là les bras croisés et que ce projet, même si, bon, c'est vrai, le gouvernement a déjà inscrit ça dans son programme, s'il n'exécute pas, c'est à nous de forcer la main, c'est à nous de prendre ça comme une revendication et revendiquer à ce que ça soit véritablement réalisé. Et puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même, on s'intéresse maintenant à Eden Télévision. Je vous en parlais au sommaire. Signature ce jour d'un contrat de partenariat entre le groupe de presse ITV International qui comporte les médias Eden TV Diaspora FM et l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, ISMA. Au terme de la cérémonie qui a sanctionné la signature de ce contrat, eh bien, le colonel Marcelin Zanon, fondateur de l'ISMA, a bien voulu s'exprimer devant notre micro et notre caméra. Oui, à ces occasions-là, nous invitons les techniciens de nos partenaires qui viennent également à l'école pour recevoir la formation professionnelle. Ils viennent faire la pratique. Donc avec eux, ce n'est pas la théorie, mais c'est pour apprendre les rudiments et l'évolution des méthodes dans le métier qu'ils ont appris. Ce peut être le journalisme, ce peut être le cadrage, ce peut être le son, tout ce qui concerne la télévision, ils peuvent venir pour avoir ces formations-là chaque année. Alors maintenant, l'ISMA également leur offre la possibilité de diffuser nos films parce que nous avons une base de données de près de 500 films qui sont des films inédits, des films qui tirent leur essence de la culture africaine. Nous avons ce partenariat qui permet à Eden TV de diffuser ces films-là. En contrepartie, Eden TV va nous offrir ces plateaux pour la communication, pour nos événements et pour tout ce qui consiste à donner plus de visibilité à notre école. Voilà en gros. Et il faut ajouter également que par ce partenariat, étant entendu que la formation est capitale pour toute réussite, Eden TV peut envoyer par an un technicien qui viendra faire son master. Alors, en 2 ans, il fera le master 1 et le master 2 à l'ISMA. Donc voilà grosso modo ce que nous avons retenu dans le cadre de notre partenariat. Voilà. Très bonne nouvelle donc pour le personnel et pour le groupe de presse Eden TV et Diaspora FM. Nous changeons de registre, nous parlons maintenant politique. Les députés ont démarré ce jeudi l'examen du projet de loi de leur institution, autrement dit le Parlement. Les 2 questeurs ont présenté leur rapport à la plénière. J'y arrive. L'examen du projet de loi de finances exercice 2019 n'est pas allé à son terme et pour cause une polémique soulevée par le premier questeur qui exige que le gouvernement n'impose point un budget au Parlement. Reportage Amen Didier Ompenoudi et Romaric Devauchier. Cette plénière a été consacrée à la présentation du rapport des questeurs de l'Assemblée nationale sur le projet de budget de l'Assemblée nationale gestion 2019. Les députés ont écouté à cet effet les questeurs de l'Assemblée nationale sur ce projet de budget de l'Assemblée nationale gestion 2019 qui s'élève à un peu plus de 27 milliards de francs CFA. Un budget en accroissement au regard de sa spécificité qui tient compte de l'avènement de la 8e législature à partir de mai 2019. Le total de notre budget gestion
2019, je chiffre donc à 27 milliards 987 millions 186 403 francs. Il ressort que le projet de budget 2019 connaît un taux d'accroissement de 99,11%, dû essentiellement aux dépenses exceptionnelles qu'exige la fin de la législature. C'est vous dire, chers collègues, qu'il s'agit bel et bien d'un budget de transition. La 7e législature doit prendre les dispositions pour permettre à la 8e législature de faire sa rentrée dans de bonnes conditions. Le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, suite à ce rapport du premier questeur, est intervenu et a exprimé son avis contraire. Et si on regarde l'historique des budgets successifs du Parlement, on peut se faire une idée du taux d'accroissement induit par toute nouvelle législature. Et nous avons été surpris de l'accroissement de 99% sans que les indemnités parlementaires et émoluments du personnel parlementaire n'aient pratiquement bougé. La parole a été encore au premier questeur qui est intervenu pour dénoncer l'imposition du gouvernement au Parlement. C'est de notre budget qu'il s'agit, c'est de notre institution qu'il s'agit. On peut être de la mouvance et avec beaucoup plus de dignité. Nous sommes là pour décider si c'est le budget que le gouvernement nous impose. Si c'est ce budget-là, que les camarades sachent. Les missions prennent fin. Si c'est ce budget-là qu'on nous impose, les missions prennent fin à compter de ce jour. Le débat a été engagé à partir d'une question préjudicielle de l'honorable Nourenou Atchadi. Ce projet de budget envoyé ou en voie d'être envoyé à l'Assemblée nationale par le gouvernement intègre déjà le montant du budget de l'Assemblée nationale. Et je me demande, Monsieur le Président, qu'est-ce que nous sommes alors en train de faire ici si le gouvernement connaît déjà le montant de notre budget, l'a intégré au budget comme on l'a fait l'an passé? Où sommes-nous en train de faire du cinéma? Qu'on nous dise le montant retenu par le gouvernement et qu'on acclame, ferme l'Assemblée nationale et que nous continuons d'être vassalisés comme nous le sommes déjà. La tension a été vive au regard de cette adoption du projet de budget général de l'État en Conseil des ministres ce mercredi, alors même que le Parlement n'a pas encore fait voter son budget pour le compte de l'année 2019. La plénière, après les débats, a été reportée à ce vendredi pour connaître de l'adoption de ce projet de budget de l'Assemblée nationale. Restons au Parlement pour dire que certains députés se sont prononcés suite à la polémique sur le projet de budget de l'Assemblée nationale. Suivons maintenant, les députés Éric Roundété, Valentin Agossou-Dianantin, Boniface Yahoué-Thomas et Patrice Nambim. Monsieur le Président, je suis triste. Je suis très triste. L'année dernière, nous avons vécu une situation en principe inacceptable. Je pèse mes mots, inacceptable. Nous avons organisé dans cet hémicycle une petite comédie de mise à jour en adoptant un budget qui était déjà inscrit au budget de l'État. Puisque personne n'a rien dit, l'exercice se répète cette année. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable que le gouvernement méprise, je pèse bien mes mots, méprise l'Assemblée nationale à ce point. Personne ne peut accepter ça. Personne ne peut accepter ça. Aussi bien les collègues qui sont d'accord avec le gouvernement que ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement, nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Mais que le gouvernement prenne la patience quand même. Prenne la patience d'attendre, de faire semblant
de respecter l'institution. On adopte le budget de l'État et on demande aux godillots de l'Assemblée nationale de venir le valider. Voilà, on ne doit pas être surpris de ce qui nous arrive. Et comme l'a rappelé le premier vice-président de l'Assemblée nationale tout à l'heure, c'était dans cette même salle il y a 1 an. Je l'avais dit, mais personne ne m'avait écouté. Mais par une magie budgétaire, les questeurs sont si fins, si excellents, si prévoyants, qu'ils ont prévu pour 2018 exactement le même budget que 2017. Que le gouvernement de loin a perçu pour le mettre dans son budget. Et on a voulu faire la couverture en disant ici, c'est vrai, c'est adopté, mais non, officiellement n'est pas encore saisi, même si c'est déjà sur la table de l'Assemblée nationale. Et nous avons avalé comme ça le budget de 2017 pour 2018. On l'a accepté, mais il n'y a pas un 102. Vous l'avez accepté l'année dernière, vous devez l'accepter cette année même. Moi, depuis l'année dernière, mon professeur de finances publiques, l'excellentissime Gonçalves, qui a été mon professeur à l'École nationale d'administration, est en train de tourner plusieurs fois dans sa tombe. Il tourne plusieurs, je le vois, en train de tourner dans sa tombe. Nous devons faire attention et ne pas donner l'impression qu'au Bénin, là, nous ne respectons pas la loi. Non. Et je parle en tant que questeur, où je suis tout à fait solidaire de ce qui est fait, mais je parle en tant que membre du bureau, même si moi j'étais à une autre réunion à Cotonou, le bureau a pris la décision à examiner ce que nous autres, nous avions vu, on a soumis au bureau. Le bureau l'a validé. Donc, il ne faut pas qu'en plénière, on se lance dans certaines polémiques. Le règlement intérieur de l'Assemblée s'impose à l'exécutif. C'est une loi. Ce n'est pas une loi. Non, je suis désolé. C'est le règlement intérieur qui veut dire que, poussez un peu à l'extrême, si le budget de l'Assemblée n'est pas voté, qui veut dire que l'exécutif va rester comme ça, j'attends l'Assemblée. Non, s'il vous plaît. Maintenant, vous pouvez en dire ce que vous voulez, mais après Paul Gonçalves, il y a encore d'autres professeurs éminents, émérites. Et oui, la pluralité des points de vue au Parlement béninois. Nous poursuivons. On se rend maintenant, on quitte une haute instance de la République pour une autre. Le gouvernement du président Patrice Talon s'est réuni en Conseil des ministres ce mercredi 19 septembre 2018. Au cours de ce rendez-vous hebdomadaire, le gouvernement a pris plusieurs décisions, entre autres la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances exercice 2019, on en parlait tantôt, et aussi du projet de loi portant code des investissements en République du Bénin. Suivez le point, un extrait, j'allais dire, fait ici par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 19 septembre 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises au titre des mesures normatives. Transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances exercice 2019. Le projet de loi de finances pour la gestion 2019 s'établit en ressources et en charges à la somme de 1877 milliards 543 millions de francs CFA contre 1862 milliards 918 millions de francs CFA en 2018, soit une augmentation de 0,8%. Projet de loi portant code des investissements en République du Bénin. Ce projet vise à corriger les insuffisances et incohérences décelées dans le code en vigueur et à introduire des innovations pour susciter plus d'investissements. Ces innovations portent entre autres sur la simplification des régimes d'agrément avec des incitations claires et précises pendant les périodes d'installation et d'exploitation. Le projet prévoit en effet 3 régimes privilégiés de base et 2 régimes spéciaux.
Projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin. En décidant de transmettre également ce projet de loi à l'Assemblée nationale, le gouvernement entend corriger les insuffisances contenues dans les anciennes lois régissant les sociétés publiques et votées avant l'entrée en vigueur des actes uniformes de l'OHADA en 1997. Projet de loi pour la promotion et le développement des micro, petites et moyennes entreprises en République du Bénin. Ce projet de loi crée un cadre juridique, institutionnel et financier propice au développement de l'entrepreneuriat national et permet d'établir un régime spécifique des appuis de l'État en faveur des entreprises pour tenir compte de leur vulnérabilité face à la concurrence internationale. Les prix pour le compte du mois d'octobre 2018 se présentent comme suit. Essence, 565 francs CFA le litre. Pétrole, 590 francs CFA le litre. Gasoil, 600 francs le litre. Mélange, 655 francs CFA le litre. Gaz domestique, 600 francs CFA le kilogramme. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé la participation de notre pays aux réunions de haut niveau, aux manifestations parallèles et au débat général de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU à New York du 18 septembre au 5 octobre 2018. On poursuit ce point de l'actualité sur Eden Télévision. Les nouvelles taxes sur les communications électroniques et appels sont entrées en vigueur en République du Bénin ce mercredi 19 septembre 2018. Les forfaits Internet au niveau des différents réseaux GSM ont plus que doublé. Les internautes sont en colère et des pétitions lancées ont recueilli plus de 10 000 signatures et bientôt une marche de protestation dans la ville de Cotonou. Et toujours bien à propos de cette information, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin a réagi suite à la flambée des coûts de consommation sur les réseaux sociaux et appels téléphoniques. Je vous invite ici à suivre un cadre de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Effectivement, ce matin, je me suis levé, j'ai voulu activer les forfaits. Finalement, quand j'activais un forfait de 500 francs sur MTN, ça me donnait 2500. Aujourd'hui, j'ai activé le forfait de 500, ça m'a donné 1000 francs. En activant un forfait de 500 Move, ça me donnait 41 ou 42 minutes. Aujourd'hui, ça m'a donné 16 minutes. Ce qui est curieux, parce qu'aujourd'hui, au plan international, ou même ce qui est annoncé au plan national, c'est que l'Internet, qui n'est pas un luxe, qui a une nécessité pour le développement économique, scientifique, tout et tout, doit être disponible juste dans les ménages. Surtout que nous avons des fibres. On a 2 terminaux de fibre optique à Cotonou ici. Et ces fibres optiques continuent, traversent notre pays pour aller arroger, aller desservir le Niger. Mais nous constatons que les fibres là n'ont pas été utilisées pour que les ménages du Bénin aient accès à l'Internet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un maillage qui devrait permettre aux Béninois, à tous les Béninois, d'avoir accès à Internet. Dans ces conditions où on fait beaucoup de projets, on crée un ministère de l'économie numérique. C'est curieux. Un ministère de l'économie numérique devait avoir comme objectif de promouvoir l'Internet dans notre pays. Si tant est que nous voulons un développement national, nous voulons être souverains. La télécommunication, la communication, c'est stratégique. C'est sensible. Il faut chercher son autonomie vis-à-vis de ça. Et on ne comprend pas que on ne veuille pas appuyer Bénin Télécommerçant qu'on veut aujourd'hui fermer. C'est un secteur stratégique. On dit encore que les jeunes ne peuvent pas naviguer. Donc on tue même la science dans notre propre pays. On tue la recherche. Qui peut travailler sans Internet? Qui peut travailler sans Internet? Et on a 2 fibres terminaux qui devaient nous permettre, et ces fibres terminaux vont jusqu'au Niger pour arroser les pays de l'Internet.
Naini Kassamampo, le secrétaire général de la CSTB à l'instant. L'actualité au-delà des frontières du Bénin, plus précisément en France, des sénateurs réagissent aux déclarations d'Alessandro Benalla qui a tenté de se disculper devant la commission d'enquête assurant qu'il n'était pas le garde du corps du président français Emmanuel Macron. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions puisqu'il lui arrive de porter une arme lors des déplacements officiels aux côtés du président de la République française. Suivez ici les détails. C'est un gros malin. Et il nous a pris pour des bonnets, mais on est un certain nombre à le savoir que nous ne sommes pas des bonnets. Et pourquoi vous dites qu'il vous a pris pour des bonnets? Parce qu'il a tellement travaillé son truc, c'était ridicule. M. Benalla, il y a quand même des questions qui sont encore, qui posent problème, et voire, je pense qu'il y a au minimum une contradiction, voire peut-être un mensonge sur la question du port d'armes. M. Benalla nous a indiqué qu'il n'avait fait aucune mission de sécurité depuis son embauche à l'Élysée. Sauf que la demande de port d'armes précise bien que c'est pour des raisons de sécurité. Donc là, il y a une contradiction pour ne pas dire plus. Et deuxième... Enfin, c'est un point peut-être qui peut vous paraître anodin, mais c'est très important. Est-ce qu'on était en train d'organiser la sécurité du président et que là, tous ceux qui sont passés nous ont donné une version édulcorée de la chose. C'est ce que lui, il a fait aussi. Incohérence et que finalement, ça reste la proximité du monarque. Et le monarque qui est dans sa capacité d'être dans le fait du prince, qui va contourner les cadres administratifs classiques et les cadres institutionnels classiques. Voilà, ça a été la démonstration de cela, et j'espère qu'on en a... Et pour mettre un terme à ce point de l'actualité, de la boxe, du noblard et pas dans n'importe quelle catégorie, nous sommes dans la catégorie des lourds. Le champion du monde des lourds, Anthony Joshua, remet en jeu ses différents titres samedi à Wembley face au boxeur russe Alexander Povetkin. C'est difficile, mais un bon combattant trouvera toujours la faille, estime le Britannique en conférence de presse. Rappelons que Anthony Joshua est détenteur des ceintures WBA, WBO et IBF avec 40 combats à son compteur et sans aucune défaite. Et oui, c'était là, sur cette brève, que nous mettons un terme à ce point de l'actualité sur Eden Télévision. Merci de nous avoir suivis et passez un excellent week-end par anticipation.